Merci. Merci. Mes amis, c'est pas sans émotion que je commence. Et tout ce qu'ils vous ont dit est vrai. J'avais, au soir de 2012, appelé à voter pour Alfred Marie-Jeanne. Je ne lui ai rien demandé. Alfred Marie-Jeanne ne m'avait rien promis. Mais je savais qu'en le faisant, je devrais quitter immédiatement le conseil municipal gouvernemental où j'étais premier adjoint au maire. Et je l'ai fait. Sans l'ordre d'une hésitation. Parce que je suis de ceux qui pensent, et c'est ce que je pense inculquer à mes enfants, que chacun de nos actes implique une responsabilité. Que chacun de nos actes est un engagement. Et donc, il y a une responsabilité de chaque être humain. Mais ici, sous cette terre de Martinique, elle est amplifiée parce qu'il y a une responsabilité nègre. Et cette responsabilité-là, trois d'entre nous la désertent. Trois d'entre nous la refusent. Parce que dans le monde actuel, l'on est porté par une seule valeur, l'argent. L'argent. Mais si c'est un bon serviteur, c'est un très mauvais maître. Un très mauvais maître. Que devenir Philippe, Alfred Marie-Jeanne, qui est notre leader, est contraint d'arrêter. C'est son choix personnel. Nous ne pouvons pas confier la circonscription à n'importe qui. Tu as les qualités pour ça. Mais je n'ai pas entendu seulement des amis du mine me le dire. Gilbert Couturier, l'air du gros monde, m'a convoqué un soir. Nous avons passé plus d'1 heure et demie à discuter. Gilbert ne m'a pas seulement ébranlé. Quand j'ai repris ma route ce soir-là, j'ai repensé au trajet que j'avais fait en compagnie d'Alex, où à moi l'Acajou, initiative franciscaine, m'avait reçu pour me dire ce soir-là, Philippe et Beaumariette, on a pensé à toi, mais voilà les questions qu'on souhaite te poser pour savoir si l'engagement qui est déjà le nôtre de te soutenir, nous sommes dans le vrai, nous sommes sur le chemin, nous sommes dans la vérité. Et alors, mes amis, j'ai dit oui parce que j'ai senti, contrairement à d'autres périodes sur lesquelles je ne reviendrai pas ici aujourd'hui, ni 2007, ni 2012, mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait une force, qu'il y avait une volonté de militants, d'amis, de camarades, de me soutenir et de m'assurer au combat. Je ne serai pas un général sans armée. Que j'aurai autour de moi des soldats et des sentinelles, prêts non seulement à aller au combat, mais à rendre coup pour coup aux adversaires. Et j'ai trouvé sur ce chemin-là les amis du Robert, Sire Marie-Madeleine, amis de France. Quand on a discuté, quand j'ai partagé avec Fred Montchionnier Robert, et que nous avons posé, je leur ai dit, c'est chez vous qu'il me faut la suppléance. Il me faut d'une Roubertine. C'est la deuxième ville de la circonscription. Et spontanément, si on m'a dit, j'appelle Fred, mais Gladys Colère, 10e adjointe, est toute désignée. Gladys, merci. Merci. Alors, les amis, vous dire cela, ce n'est pas tout. Pourquoi de nouveau être député? Beaucoup l'ont rappelé avant moi. La France aujourd'hui vit une période politique qu'elle n'a jamais connue sous la 5e République. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait sauter tous les codes et tous les verrous. Mais, mes chers amis, la France a tant de problèmes à régler sur son propre territoire que jusqu'à aujourd'hui, son investissement dans les régions ultramarines a toujours été un investissement pour le principe, mais jamais avec la même égalité
que l'investissement qui est celui qu'elle fait sur son propre territoire dans l'Hexagone. La puissance publique investit, l'État français investit 120 € à la Martinique ou en Guadeloupe, il investit 169 € dans l'Hexagone. Pourquoi cette différence? Pourquoi ces 50 € entre les régions de Marseille, de Nice, de Paris et les autres, et puis la Martinique? Alors, vous l'aurez compris, on ne sait pas demain quelle sera la couleur de l'Assemblée nationale et si le président qui vient d'être élu aura à lui seul une majorité. Aura-t-il besoin d'une coalition? Aura-t-on une cohabitation? Bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui. Alors pourquoi nous, élus de la Martinique, il nous faudra cindre nos reins, nous donner la main et aller au combat? Oui. Et je le dis aujourd'hui devant vous, l'engagement que je prends, car je crois que grâce à vous, je serai élu député de la Martinique pour la deuxième fois. Je sais que je n'aurai pas besoin de prendre la main de Jean-Philippe Nilo. Il est déjà à mes côtés et depuis le début, il me l'a dit. Mais j'irai chercher la main des autres, même s'ils ne sont pas de ce camp politique-là, pour leur dire notre devoir est de dépasser les querelles et de défendre fondamentalement les intérêts supérieurs du pays. Ceux dont j'aurai le sentiment qu'ils tiennent un discours ici et qu'à Paris ils en tiennent un autre, je le dirai publiquement. Je n'ai jamais considéré que face à moi, il me fallait lire dans les yeux du blanc, qu'il soit bleu, qu'il soit marron ou noir, l'autorisation de me mettre debout et de me tenir droit, avec une colonne vertébrale assumée, en lui disant « Je ne suis pas plus grand que toi, mais je ne suis pas plus petit que toi. Je défends ici les intérêts d'un territoire qui mérite le respect. » Regardez vous-même, il a fallu 2017 pour qu'il y ait une loi égalité réelle. Alors, pourquoi avoir attendu autant d'années? Pourquoi avoir attendu la fin de la mandature? Quand vous regardez nos anciens, leurs retraites, pourquoi les retraites ne sont pas à la Martinique au même niveau où elles sont en France? Alors, l'engagement qui est le mien, aux côtés de Gladys Koller, nous l'avons appuyé sur 7 chantiers prioritaires. Je dis bien 7 chantiers prioritaires. Et je commencerai par d'abord les finances locales et l'appui à la CTM de Martinique. Il faut que vous sachiez que l'État se désengage. Aujourd'hui, et depuis l'an dernier, l'État ne verse plus en dotation globale que moins 150 millions d'euros à la Martinique. 100 millions pour la CTM, 50 millions pour l'ensemble des communes. Vous aurez compris que privé de cet outil financier-là, la CTM qui a un budget d'1,1 milliard se retrouve d'abord à devoir faire face aux obligations de l'aide sociale sur toutes ses composantes. À partir de là, son budget est déjà embolisé. Parce que nous ne pouvons pas ne pas tendre la main aux handicapés, aux démunis bénéficiaires du RSA, aux adultes handicapés, à tous ceux qui ont besoin d'une assistance et d'une aide pour rester dans la vie en étant des êtres dignes, sans se tourner et faire la mendicité. Mais sur le reste, vous avez 4000 agents, conseil général et régional réunis, il faut payer 4000 salaires par mois avec les charges sociales qui l'accompagnent. Dans une telle situation, quelle part il reste pour l'investissement? Qu'est-ce qu'il peut rester pour conjuguer une politique publique pour relancer le développement économique? C'est peu de choses. Et la collectivité a dû mobiliser un emprunt. Alors oui,
Mon devoir à Paris sera de faire en sorte que l'octroi de mer soit consolidé. Le texte est prévu pour arriver à terme en 2020. Il faut absolument préserver cette ressource fiscale qui est fondamentale pour les communes, pour les communautés d'agglomération et la collectivité territoriale de Martinique. Mais il faut aussi tout faire pour que nous puissions basculer dans une autre logique de développement économique. Aujourd'hui, le développement et le système que nous connaissons est à bout de souffle. Nous sommes 389 000 Martiniquais. Nous sommes 175 000 en possibilité de travailler. Mais dans les 175 000, il y a 50 000 chômeurs. Il reste moins de 130 000, dont 40 000 sont des fonctionnaires des 3 fonctions publiques. L'État, enseignement, police, pénitentiaire, justice, etc. L'hôpital, fonction hospitalière et les collectivités territoriales. Et puis en face, vous avez à peu près plus de 70 000 personnes qui sont dans le secteur privé et qui vivent et qui travaillent grâce à 33 000 entreprises martiniquaises qui tous les mois doivent se battre pour assumer les salaires. Alors, ce tissu économique-là, je veux le vivifier. Et quand nous parlons de la zone franche globale, nous n'en parlons pas pour que ce soit uniquement un outil profitable aux employeurs. Je veux une zone franche globale qui soit une zone franche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'employeur aura un cadre législatif qui va lui permettre d'échapper à une fiscalité qui ne lui permet pas d'avoir la trésorerie suffisante pour faire face à ses obligations. Eh bien, il va avoir, pendant ce laps de temps, des économies substantielles parce qu'il ne va pas payer les charges sociales ni l'impôt sur les sociétés. Eh bien, je souhaite que sur la part salariale qu'il ne paiera plus, que cette somme soit reversée à chaque salarié dans l'entreprise en net à côté de son salaire. Cette disposition, le président actuel l'a déjà prévue. Macron l'a mise dans son programme. Mais il l'a arrêté uniquement au niveau du SMIC. Moi, je souhaite plaider en France pour qu'elle soit portée pour tous les salariés du secteur privé, quel que soit le montant du salaire, fût-il plus important que SMIC net payé par l'employeur. Concernant la jeunesse, vous savez que chez nous, vous avez, pour les jeunes entre 16 et 30 ans, 65% qui sont au chômage. 65% qui sont au chômage. C'est insupportable. Et tous, nous sommes concernés. Dans toutes nos familles, partout, nous connaissons des jeunes, avec ou sans diplôme, qui ne trouvent pas d'emploi. Et c'est comme cela qu'on a fait de notre région le plus vieux pays du monde, parce que notre population vieillit et il y a un exode de notre jeunesse. Alors pour les retenir ici, sur le territoire martiniquais, il faut de la mise en place de développement économique qui permette aux entreprises d'embaucher. L'idée d'une zone franche globale, c'est l'un de ces instruments-là. Mais ce n'est pas tout, parce que ce ne sera pas la panacée. Les mesures sont à trouver, et tout à l'heure, Francine Carbius, que je remercie une nouvelle fois, le disait, les mesures sont à retrouver. Par exemple, dans l'accompagnement pour tous ceux qui se tournent vers la formation professionnelle, et notamment les stages en entreprise. Mais vous savez quel est le frein. Quand un jeune qui est en BEP ou en BTS va vers une entreprise pour demander qu'il ait un contrat, eh bien l'entreprise lui dit oui, moi je bien vous répondre, mais je ne pourrai pas payer la quote-part qui m'est imposée. Il faut imposer à l'État français d'abonder un fonds structurel permettant que l'employeur ne soit plus tout seul à supporter le montant de l'allocation qui est versé aux jeunes en formation. Mais à côté de cela,
Vous connaissez aussi les projets du président de la République actuelle. Par exemple, sur l'éducation, il dit, dans les classes primaires et dans les maternelles, je souhaite réduire le nombre d'enfants à 12 dans les zones d'éducation prioritaire. Une mesure comme celle-ci, oui, ça me va. Et il faudra la voter pour que la Martinique en bénéficie. Parce que dans le recrutement qui sera fait, il y a à peu près 12 000 postes de professeurs des écoles qui vont être ouverts. Et donc ils permettront à ce moment-là de recruter des jeunes Martiniquais, des jeunes Martiniquaises ici, sur ce territoire. Mais il y a, mes amis, une autre disposition qu'il faut obtenir de l'éducation nationale. Et cette disposition, elle est de faire que pour les concours qui sont des concours nationaux relatifs à l'éducation nationale, que les jeunes Martiniquais, les jeunes Martiniquaises qui réussissent au concours, qu'ils soient d'abord prioritairement embauchés à la Martinique et qu'ils soient dans nos écoles à la Martinique. Il ne s'agit pas de demander une mesure passe-droit. Il s'agit tout simplement de demander justice plus équitable. Parce que nous savons tous qu'un jeune qui était dans l'enseignement depuis 3-4 ans, qui passe, alors ça ne s'appelle plus aujourd'hui le CAPES, ça a un autre nom, j'oublie, mais qui passe le concours, eh bien quand on l'affecte en région parisienne, il vient d'avoir un foyer, sa femme peut-être ne travaille pas, il a peut-être son premier ou son deuxième enfant, c'est une désolation pour la famille. Et même si on me dit qu'aujourd'hui, on peut prendre l'avion facilement, à l'heure des réseaux numériques, peu importe ce qu'on dira, l'amour ne résiste pas aux océans et à la distance mise entre les êtres qui s'aiment. Alors il est fondamental, parce que je crois que dans la vie de chaque homme et de chaque femme, le premier maillon de construction, c'est la famille. C'est là que l'on creuse, c'est là que l'on s'appuie pour construire et pour grandir. Donc il faut préserver la vie familiale et l'unité familiale. Donc il faut que ces jeunes-là, quand ils réussissent au concours, qu'ils soient d'abord affectés dans nos régions. Et puis, il y a une autre raison derrière. Et vous l'aurez compris, elle est culturelle. Oui, c'est vrai qu'enseigner en France ou à la Martinique, sur le principe, ça paraît être la même chose. Mais j'aime à le répéter. Il faut savoir parler aussi bien le français qu'on va parler le créole. Et quand l'enseignant connaît la progression de l'enfant, quand il sait lui faire comprendre en créole une tournure que l'enfant n'aura pas bien assimilée, il a besoin pour ça de pouvoir partager avec lui la langue qui est notre langue principale et maternelle. Et je peux vous le dire, mon pas une pièce complexe, c'est puis ça. Mon ça parle créole, comment ça parle français. Et tout petit, grand moment, toujours du moins. C'est d'ailleurs ce qui explique mon choix aujourd'hui, aux côtés d'initiatives franciscaines, aux côtés des amis du Lamentin, aux côtés des amis du Mine. Grand moment, toujours du moins victoire, petit bonhomme, faut pas au sous-bas mais personne. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il ne faut être le flatteur de personne. Parce qu'en politique, comme dans la vie, ce qui compte pour un homme, c'est connaître ses convictions. C'est se dire qu'une fois que l'on sait d'où l'on vient, on saura où il faut aller. Alors pour notre jeunesse, j'ai aussi un autre projet. Et là, je veux parler de la jeunesse délinquante. Vous savez tous qu'aujourd'hui, dans les papiers du gouvernement et du ministère de la Justice, on veut construire une deuxième prison à la Martinique. Ma réponse est très simple. Oui, parce que Ducos, ce qui s'y passe, ça n'est plus acceptable. Mais je ne veux pas du tout carcéral. Je ne veux pas d'une deuxième prison où il y aura encore enfermés des jeunes Martiniquais et quelquefois des jeunes Martiniquaises sans qu'il n'y ait mis par l'administration pénitentiaire le procédé permettant une réinsertion dans la vie sociale. C'est indispensable. C'est indispensable. Parce que mes amis, je vous invite à bien garder ces chiffres-là en tête. Nous sommes,
je vous disais à peu près 389 000. Ducos, la prison a été faite pour 1664 détenus. Ils sont 895 aujourd'hui dimanche. Eh bien, quand on va construire une nouvelle prison, il y a pour tous ceux qui ont jusqu'à 6 mois d'emprisonnement des peines à faire, elles ne sont pas exécutées aujourd'hui faute de place. Mais quand les magistrats sauront qu'il y a un deuxième établissement, ils vont les placer là. Alors, faisons une simulation. S'il y a 2000 détenus demain à la Martinique, enlevez 30% d'étrangers, Saint-Lucien, Dominicains, ce que vous voulez, il va quand même rester 70% de Martiniquais. Et si je pars sur un chiffre de 2000, je serai globalement autour de 1700, 1600 jeunes Martiniquais. Ramenez ça aux 389 000. Et dites-moi dans quelle famille martiniquaise nous n'aurons pas qui un fils, qui une fille, qui un neveu, qui un fils, qui un cousin, qui un oncle, qui sera à Ducos enfermé en prison. Oui, c'est vrai, la prison pas faite pour chien. Mais nous n'ayons devoir, je dis, c'est celui de mettre en place des ateliers de réinsertion pour permettre à ces jeunes délinquants-là de retrouver le chemin de la responsabilité. Je l'ai dit, je l'ai répété, quand je prends 10 jeunes du Lamentin, du Gobert, du Gros-Morne, de Rivière-Pilote ou d'ailleurs, qui ont fait, comme on dit chez nous, ils ont fait des cas. En les 10 là, ou ni 3, même s'ils ont ressuscité Maître Vergès, même s'ils ont ressuscité Maître Morville, même s'ils ont ressuscité Maître Darcier, même si c'est Maître Edmond Mariette ou bien Maître Saint-Aimé qui des Bayou, ils ont mérité au petit tête, mettez au Ducos pour un bon temps. Mais les 7 autres ont besoin surtout que la main soit tendue. Et mon engagement ici à la Martinique, il est de faire que les scènes de désolation que nous voyons, qu'elles soient réglées. Ça ne se fera pas de coup de baguette magique. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais il faut imposer à l'État français d'être à notre écoute sur cette problématique-là. Il faut sortir nos enfants et nos jeunes dans la rue. Il faut les sortir de la rue. Beaucoup d'entre eux ont des capacités. Et je prends 2 exemples. Si dans ces ateliers, on fait par exemple un atelier de boulangerie, avec un maître boulanger qui les forme, peut-être une dizaine ou une quinzaine qui voudront bien venir, qui sont incarcérés et qui sont dans l'atelier boulangerie, eh bien, ils pourront passer des diplômes. Et le pain qu'ils vont faire, eh bien, il sera consommé à l'intérieur de la maison d'arrêt. Et si sa qualité est première, eh bien, au lieu de nous arrêter dans ces stations d'essence-là, pour un baguette surgelée, eh bien, peut-être c'est bête à la nouvelle. Vous avez toute une série de jeunes. Quand vous les voyez avec les ordinateurs, avec les téléphones portables, avec les smartphones, ils sont hyper compétents, hyper forts. Eh bien, ceux qui vont être en prison, mettons un atelier de formation numérique. Ils ont la technique parce que c'est des Michel Morin, mais ils n'ont pas la pédagogie et la formation théorique. Eh bien, un enseignant informaticien de qualité va pouvoir à ce moment-là leur dispenser ces cours-là. Et puis nous allons pouvoir mettre à côté une école de la seconde chance pour les remettre en vie scolaire, pour leur réapprendre à écrire. Est-ce que vous savez qu'à la Martinique, nous avons entre 8 et 10% d'illettrés parmi notre population jeune? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce pays est un beau pays. Et c'est un pays qu'il nous faut transmettre à nos enfants avec les mêmes qualités que celui que nos parents nous ont légué. Alors oui, c'est ça l'engagement que je veux prendre. Et c'est pour ça que je veux mener un combat pour la justice et pour la sécurité. Alors, sur ce qui est l'hôpital public, Sandrine, tu as donné l'exemple de ta mère et de cette infection nosocomiale. Alors oui, je vous le dis, à la Martinique, on soigne aussi bien qu'à Paris sur un certain nombre de branches médicales. Dans un certain nombre de services, nous avons ici des médecins qui sont très compétents. Mais il se pose 2 problèmes. Le premier, il nous manque des professionnels de santé. Les femmes qui sont là, combien de temps vous devez attendre pour avoir un rendez-vous chez le gynécologue? Tous ceux et toutes celles qui portent des lunettes, est-ce que vous vous réveillez toujours à 4 h du matin pour aller devant le cabinet de l'ophtalmologue
pour être sûr d'être reçu au bout de 3 ou de 4 mois. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a sur un certain nombre de maladies à la Martinique le manque d'un certain nombre de professionnels compétents, de spécialistes. Il faut pouvoir dire à l'État, oui c'est vrai qu'en médecine, il y a un numerus clausus, mais s'agissant des études de médecine à la Martinique et à la Guadeloupe, il faut renforcer les moyens de notre université. Et il faut permettre que certain nombre de Martiniquais médecins compétents soient nommés comme professeurs pour permettre que ces jeunes-là soient accompagnés et qu'ils deviennent demain les médecins en capacité de remplacer les anciens qui s'en vont. Mais à côté de cela, vous avez une situation à l'hôpital public qui est dramatique compte tenu des difficultés à la fois sur les structures et à la fois sur la gestion du personnel. Il n'est plus admissible que le personnel des hôpitaux ne soit pas entendu. On critique les syndicats, mais le combat qu'ils mènent est un combat juste et légitime. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes par exemple, comme ça a été le cas à Trinité dernièrement, que vous vous rendez compte que depuis maintenant près de 10 ans, l'hôpital public martiniquais est déficitaire, qu'on a fait une fusion des 3 MCO, PZQ, Trinité et le Lamentin, et qu'encore cette année 2016 qui vient de passer, Fort-de-France et Lamentin étaient déficitaires. Trinité était excédentaire de 300 000 €. Et à Trinité, quand vous regardez le dernier étage du bâtiment principal depuis le tremblement de terre, vous avez le sentiment que c'est Beyrouth. Et juste au 3e étage en dessous, vous avez un service de pédiatrie infantile et vous avez une maternité. Comment peut-on faire accoucher des femmes dans des conditions sanitaires aussi dégradées? Quand vous regardez ce qui se passe sur PZQ, il faut fondamentalement dire à l'ARS et au directeur en place aujourd'hui, vous êtes sans doute en responsabilité, vous êtes sans doute des hommes ou des femmes compétents, mais vous ne resterez pas à la Martinique. Vous êtes nommés pour un temps, vous partirez. Mais ce que vous aurez construit dans l'organisation des services va perdurer. Alors il ne faut pas le faire seul dans votre coin, il faut le faire avec nous, les politiques, les responsables, les médecins, les syndicalistes représentatifs. Parce que je vous donne un exemple. On vient de construire le nouveau plateau technique de PZQ. Il a coûté énormément. Savez-vous que l'hôpital de Guadeloupe, le CHU de Guadeloupe, est reconstruit? Il est reconstruit sur la base de 560 millions € payés entièrement par l'État français. Mais ça a été obtenu depuis Mme Péchard. L'UREL s'est débrouillé pour que la parole de l'État soit respectée. Ici à la Martinique, pour construire la MFME ou pour construire le plateau technique, il y a eu des aides de l'Europe, un petit pourcentage de l'État, l'aide de la région, mais il y a surtout eu à 50% un emprunt fait par l'hôpital PZQ qu'il rembourse tous les mois. C'est pas normal. Comment ne voulez-vous pas que ces capacités financières soient ouvrées? Et j'aurais terminé quand je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez à Montgovulsin un plateau technique et des blocs opératoires qui sont aux normes sismiques. À PZQ, on vient de faire un nouveau plateau technique. Si on a fait un nouveau, c'est parce que les anciens blocs opératoires n'étaient pas aux normes et qu'ils étaient dégradés. Savez-vous ce qu'a décidé la direction? De remettre à neuf les anciens blocs opératoires de PZQ. Et vous savez comment ils font? Ils envoient les ouvriers détrousser Montgovulsin, récupérer le matériel du bloc opératoire de Montgovulsin pour aller le ramener sur les anciens blocs opératoires de PZQ qui sont en train d'être remis aux normes. Mais vous savez bien que quelquefois, entre le moderne et l'ancien, quand il faut faire le raccord, on a des difficultés. Pas normal. Voici la situation. Comment voulez-vous que sur une question comme celle-là, on reste insensible? La santé, certes, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et il n'est pas normal que sur ce problème-là, la Martinique ne soit pas entendue. Je dis souvent, le combat contre la pollution par le chlordécone, il n'est pas terminé. On n'a pas indemnisé nos agriculteurs. Mais vous savez tous le taux de cancer de la prostate
que nous avons à la Martinique. Je parle devant un médecin. Le taux de cancer que nous avons chez les femmes, notamment des cancers des seins ou des cancers des ovaires. Alors, il faut sur ça imposer à l'État d'assurer une mission qui est sa mission à lui de service public avec une prise en charge totale, mais je dis bien totale, dès le premier examen, et non pas uniquement quand le médecin a reconnu que vous aviez l'affection, qu'à ce moment-là, il est déjà déclaré et qu'on vous prend en charge à 100%. C'est depuis en amont, sur tous les tests de dépistage, qu'il faut inviter notre population à sentir qu'elle est accompagnée. Parce que souvent, on dit que maladie n'est pas santé, mais quand vous écrivez le mot maladie, il n'y a pas de T à l'intérieur, mais quand vous vous y prenez beaucoup plus tôt, et quand vous êtes dans la prévention, vous évitez la maladie incurable qui vous fera partir trop tôt de votre famille. Alors c'est ça le combat que je veux porter pour l'hôpital public et pour la santé. Alors mes amis, je ne veux pas être trop long. Tout au long de la campagne, je continuerai à développer avec Gladys Polaire et tous nos amis qui nous accompagnent les chantiers sur lesquels on va se battre. Ce que je vous demande, c'est d'être chacun d'entre vous un militant de terrain, un soldat de notre circonscription, pour dire à ceux que vous rencontrerez, il faut voter pour Philippe Edmond-Mariette. Nous sommes 15. Et sur les 15, j'ai du respect pour les 14 autres. S'engager dans la vie politique n'est pas toujours chose facile. Mais la politique nous attend à chaque coin de rue. Je vous parlais tout à l'heure du président de la République et de son souhait de mettre 12 enfants dans les classes prioritaires maternelles et CP. Mais je l'ai aussi entendu dire que pour le travail, il veut procéder par voie d'ordonnance. Ah non. Là, mon pas qu'à y suivre. Là, mon pas qu'à y suivre. Parce que légiférer par voie d'ordonnance, c'est dire que pour un licenciement, l'employeur vous fout à la porte, et puis l'enveloppe financière qui doit vous être versée est déjà prévue, le tribunal n'a qu'à appliquer comme s'il avait une calculette en main, et puis que c'était automatique. Non, j'ai vu professionnellement, n'est-ce pas Sandrine et toi aussi, trop de souffrances d'hommes et de femmes, perdant leur emploi. Et vous savez comment ça se passe derrière. Le lien familial est détricoté. C'est le divorce, bien souvent. Les enfants n'ont pas la pension alimentaire qui est désormais, qui n'est plus payée en temps et en heure. Et petit à petit, c'est une vraie fracture. Il faut laisser au juge prud'homo le soin de dire, dans une entreprise, quand elle va licencier 2 salariés, oui là, vous avez eu raison de le faire, parce que ce salarié-là a commis des fautes. Ça fait 15 jours d'absence non justifiée, ou alors il s'est battu avec un collègue dans l'entreprise. Mais pour un autre qui est licencié, parce qu'il a défendu syndicalement un camarade, parce qu'il estimait qu'on lui faisait supporter des choses intolérables, il faut permettre au juge prud'homal d'apprécier la juste réparation qui doit être versée. Et si ce licenciement-là doit nécessiter que l'on paye 50 000 €, l'employeur paiera 50 000 €. Si ça nécessite que l'employeur paye 200 000 €, eh bien l'employeur va payer 200 000 €. Pas de droit. Et donc, vouloir légiférer par ordonnance, c'est excessivement dangereux. Alors vous aurez compris que si je vous parle de tout ça, c'est que moi, si vous décidez pour la seconde fois de faire de moi votre député, je ne serai pas en apprentissage. L'Assemblée nationale, je connais. Les lois, je connais. Vous connaissez tous mon métier. Et je vous dis très sincèrement, les amis, c'est pas se promener sous les ordres de la République qui me plaît, ou prendre l'avion en classe Madras ou en classe club. Non. Beaucoup de gens peuvent se le permettre aujourd'hui. Ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir regarder dans les yeux un autre Martiniquais comme moi, une autre Martiniquaise comme moi, et pouvoir lui dire, ouais, m'emmener au Batala. Peut-être que mon pas gagné, mais mon reprend flambeau après Alfred Marie-Jeanne, et m'en fait qu'à dans circonscription Tala, désormais, la bascule soit faite. Parce que demain, en 2021, de nouvelles élections nous attendent pour poursuivre le travail commencé par la majorité actuelle de la collectivité territoriale de Martinique. En politique, il n'y a pas de revanche. En politique, il n'y a pas je reviens parce que je reprends le bien qui ne m'appartenait pas du tout. En politique, il y a uniquement la conviction, la volonté de faire
avec